Lorsque Shona, une belle serveuse, rencontre George, un charmant pompier, le coup de foudre est immédiat. Aux yeux de tous, ils forment le couple parfait. Malheureusement, une nouvelle fois, les apparences étaient plus que trompeuses. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. L'affaire d'aujourd'hui fait froid dans le dos, parfois on croit connaître quelqu'un et il s'avère être l'exact opposé de ce que nous pensions. Mais je ne vous en dis pas plus et découvrons ensemble tous les détails de cette triste affaire. Shona est née le 13 mars 1966 à Salt Lake City. Elle a grandi dans une grande famille mormone entourée de ses parents, de sa sœur Paula dont elle est très proche et de ses 5 frères. Elle a vécu une enfance heureuse dans un environnement chaleureux et bienveillant. Élevée dans une famille traditionnelle, la petite fille rêvait de rencontrer son prince charmant et de devenir maman. À l'âge de 14 ans, la famille quitte l'Utah pour s'installer en Virginie du Nord. Shona s'intègre rapidement dans son nouveau collège, se fait de nombreux amis et est très appréciée. Elle fait partie de l'équipe de Pom Pom Girls. C'est une jeune fille pétillante, très sociable et pleine d'entrain. De nature très extravertie, elle a une certaine facilité à se faire des amis, mais c'est aussi une jeune fille très réfléchie, très attentionnée avec les siens. Bien qu'elle soit souvent entourée, elle aime aussi parfois se retrouver seule pour se livrer à l'une de ses passions, le dessin. Shona n'est pas très scolaire et après avoir obtenu l'équivalent de son baccalauréat, elle enchaîne les petits boulots. Cependant, elle a un objectif en tête, partir vivre à Las Vegas, une ville qui la fait rêver et qu'elle considère comme remplie d'opportunités. Durant près de 10 ans, Shona, qui est très travailleuse, met de l'argent de côté. Étant une jolie jeune femme, elle reçoit de nombreuses sollicitations et vit plusieurs relations amoureuses, mais malheureusement, aucune d'entre elles ne dure réellement. À l'âge de 28 ans, après avoir suffisamment économisé, elle part s'installer seule dans la cité qui ne dort jamais. Fonceuse, Shona trouve rapidement un emploi en tant que vendeuse de cosmétiques dans une grande enseigne. Quelques années plus tard, elle travaille comme serveuse dans différents casinos de Las Vegas. Elle gagne bien sa vie et a plusieurs histoires amoureuses, mais malheureusement, une fois de plus, aucune relation n'est suffisamment solide pour durer. 7 ans après son arrivée, à 35 ans, lorsque le célèbre hôtel et casino Palms ouvre ses portes, Shona fait partie des premiers employés recrutés en tant que serveuse. C'est une superbe opportunité pour elle qui adore son travail. Loin de sa famille, elle tisse des liens forts avec les autres membres du personnel qui deviennent un peu comme une famille de substitution. Shona est également très appréciée de ses clients, étant très belle, agréable, avenante et souriante. Elle s'épanouit aux Palms financièrement entre son salaire de nuit et ses pourboires. Elle gagne confortablement sa vie, environ 100 000 $ par an. La seule chose qu'elle souhaite désormais, rencontrer un homme sincère avec lequel fonder une famille. Shona a toujours eu une âme romantique et rêve de trouver son prince charmant. C'est sur son lieu de travail, 1 an après l'ouverture, qu'elle va le rencontrer. Parmi ses clients se trouve George Chaffee, un charmant jeune homme grand, brun, athlétique, souriant et très charismatique. Il est pompier et a 30 ans alors qu'elle en a 36. Originaire de la région, George a également grandi dans une famille nombreuse et aimante, entourée de ses sœurs dont l'une est handicapée. Il a toujours été populaire. Au lycée, il était l'un des sportifs les plus appréciés et convoités. Après avoir obtenu son diplôme à West Point, il a servi plusieurs années dans l'armée au sein de la branche d'ingénierie civile et militaire. Très altruiste,
Il aime servir et aider les gens et très naturellement, après son retour à la vie civile, il devient pompier. Bel homme, il est sollicité pour poser comme modèle pour le calendrier sexy des pompiers. Cependant, George n'est pas qu'un physique, il a également un grand cœur et aide financièrement chaque mois sa mère qui s'occupe de sa sœur handicapée. Client habitué du Palms depuis son ouverture, il ne tarde pas à remarquer la belle Shona et tombe rapidement sous son charme. Il commence alors à venir de plus en plus souvent au bar du casino pour la voir. Shona, de son côté, n'est pas non plus insensible à son charme. Peu à peu, ils se rapprochent et en 2002, ils commencent à sortir ensemble. Comme dans un conte de fées, ils tombent très rapidement follement amoureux l'un de l'autre. Shona, au bras de son prince charmant, est comblée. Un bonheur n'arrivant jamais seul, après quelques mois d'une relation idyllique, il découvre que la jeune femme est enceinte. Moins d'1 an après leur rencontre, Shona, qui a maintenant 37 ans, donne naissance à une petite fille prénommée Maddie. 3 ans plus tard, en 2006, ils se marient de manière très romantique à Hawaï. D'un point de vue extérieur, George et Shona forment une très jolie famille. Ils semblent amoureux et travaillent dur pour assurer leur avenir. Malheureusement, comme c'est souvent le cas pour beaucoup de couples, après 10 ans de vie commune et alors que leur petite Maddie a 8 ans, en 2012, ils se séparent. Shona quitte le domicile familial et elle et George se partagent la garde de la petite Maddie. Pour leur entourage, c'est un véritable choc car tout semblait aller pour le mieux entre eux. La seule qui était au courant des tensions dans le couple est Paula, la sœur de Shona. Toutefois, malgré leur séparation, Shona et George gardent tous deux l'espoir de recoller les morceaux. Sous l'impulsion de ce dernier, ils décident d'entreprendre une thérapie de couple. Au fur et à mesure des séances, les choses semblent s'apaiser entre eux et l'espoir d'une réconciliation apparaît pour le plus grand bonheur de George. Il en parle à sa famille et à ses amis, leur faisant part de son désir de se remettre avec celle qu'il considère comme la femme de sa vie. Au début du mois de décembre 2012, 5 mois après leur séparation, un jour Shona rentre du travail et découvre que sa maison a été cambriolée. Tout est sans dessus-dessous, on lui a volé quelques effets personnels, dont sa bague de fiançailles. Elle remarque aussi étrangement que l'un des bas de ses maillots de bain a disparu. Le plus inquiétant est qu'elle découvre un caleçon d'homme de taille S, certainement laissé par le ou les cambrioleurs. Elle est très choquée par cet étrange cambriolage, mais décide de ne pas céder à la terreur. Ce sont des choses qui arrivent, se dit-elle. 3 semaines plus tard, le 29 septembre 2012, au petit matin, George finit sa garde. Il passe chez sa mère récupérer Maddie, puis se rend chez Shona vers 9h du matin pour récupérer les affaires de la petite fille. Lorsqu'il arrive devant la maison, il constate que la porte du garage est toujours ouverte, ce qui n'est pas dans les habitudes de Shona. Avec sa petite fille de 8 ans, il pénètre dans la maison et découvre avec horreur le corps ensanglanté de Shona gisant au sol. Sous le choc, George ressort aussitôt de la maison pour préserver Maddie et contacte le 911. Il est 9h15. Il déclare à l'opératrice qu'il vient de retrouver sa femme inconsciente au sol, couverte de sang. Il explique qu'il est pompier, qu'il vient de finir une garde de 24 heures et qu'il est venu récupérer les affaires de sa fille qui est à ses côtés. L'opératrice lui demande s'il a vu quelque chose de suspect, des armes, un couteau, quelqu'un, mais il répond, confus, qu'il n'a pas pris le temps de bien regarder car sa fille est avec lui. Il est donc rapidement sorti pour ne pas trop la traumatiser. Il ne sait pas si Shona respire encore. Sous le choc, il n'a pas eu la lucidité de prendre son pouls. Les secours arrivent rapidement sur les lieux et constatent que Shona est morte, victime de plusieurs coups à la tête, probablement faits avec un marteau.
Son crâne présente de nombreuses blessures. Sur le côté, il y a un trou si profond que les ambulanciers ont d'abord pensé à une blessure par arme à feu. Elle a manifestement été attaquée alors qu'elle rentrait chez elle dans la nuit après son travail au bas des escaliers menant aux chambres. Les voisins sont interrogés et l'un d'entre eux témoigne avoir entendu du bruit dans la nuit entre 3h30 et 4h du matin. Il ne s'était pas inquiété car il savait que c'était l'heure à laquelle Shona rentrait du travail. Quelques heures après la découverte du crime, un autre voisin trouve certains effets personnels de la jeune femme, dont sa carte d'assurance maladie et du maquillage, le long d'une route à proximité des lieux. Pendant que les policiers procèdent aux premières constatations, George est toujours en état de choc. La famille de Shona est rapidement prévenue et Paula, sa sœur dont elle était particulièrement proche, décide de le contacter par téléphone. Elle lui demande ce qu'il s'est passé et George, sanglotant, lui répond qu'il n'en sait rien mais que Shona est morte. Un psychologue est présent sur les lieux et Paula, au téléphone avec George, demande à lui parler. Lorsque le psychologue prend l'appel, elle demande si le haut-parleur est activé et si quelqu'un d'autre, en l'occurrence George, l'entend. Après s'être assurée que personne ne l'écoute, elle fait une déclaration troublante. Elle prétend que si quelque chose est arrivé à sa sœur, son beau-frère y est très certainement pour quelque chose. Ses soupçons sont si grands qu'elle pense même à enregistrer la conversation. Dans ce genre d'affaires, c'est souvent le conjoint ou l'ex-conjoint qui est suspecté. Avec les déclarations de Paula, George devient rapidement le suspect numéro 1. Paula est rapidement contactée par la police à qui elle révèle le quotidien de sa sœur. En réalité, ce couple, en apparence parfait, vivait de nombreuses tensions depuis des années. George, bien avant sa rencontre avec Shona, avait fait plusieurs investissements, notamment dans l'immobilier, pour assurer sa retraite. Malheureusement, 2 ans après leur mariage, en 2008, lors de la crise des subprimes déclenchée par le crash des prix immobiliers, il perd beaucoup d'argent. Ce coup dur affecte sa vie personnelle et change radicalement le jeune pompier, jusque-là très jovial et sociable. Extrêmement stressé par ce revers financier, il devient de plus en plus erratique. Alors qu'auprès de ses collègues de travail, de sa famille et de leurs amis, George continue de faire bonne figure et apparaît comme un homme charmant, en privé, avec Shona, il se montre de plus en plus jaloux, contrôlant et critique. Les disputes se multiplient, il lui reproche notamment de dépenser trop d'argent et surtout de s'habiller selon ses termes comme une salope pour aller travailler. Shona ne reconnaît plus son époux, sa façon de s'habiller ne l'avait jamais dérangée auparavant et elle ne comprend pas ses comportements. Pour la jeune maman, la situation devient très lourde assez rapidement. Le pire, c'est que le couple se dispute régulièrement devant leur fille Maddie qui est encore toute petite. George peut avoir des mots très durs et rabaissants envers son époux, mais peut aussi se montrer violent. Un jour, alors qu'ils se disputent, les choses vont encore plus loin, il la saisit par le cou et fait mine de l'étrangler, tout cela une nouvelle fois devant leur petite fille Maddie. Après 10 ans de vie commune, Shona, exténuée, n'en peut plus des tensions et du comportement contrôlant de son mari. Elle décide de le quitter, non sans tristesse, mais elle a besoin de prendre du recul dans son mariage. Elle quitte donc le domicile conjugal et emménage dans une petite maison. Le désormais ex-couple se partage la garde de leur petite Maddie. Shona vit très mal cette situation et n'est pas encore prête à demander le divorce. Elle espère que ce break agira comme un électrochoc et qu'ils pourront tout de même sauver leur mariage. Son couple, qu'elle pensait suffisamment solide, son histoire d'amour de 10 ans est en train de s'effondrer et elle est abattue. George est également bouleversé par cette rupture et espère aussi se remettre avec elle.
Déterminés à sauver leur mariage, c'est ainsi sous l'impulsion du pompier de 40 ans qu'ils entreprennent une thérapie conjugale. Après ces révélations faites par Paula, les enquêteurs y voient un peu plus clair sur la situation du couple. Conduit au poste de police, George est interrogé. Il affirme n'avoir rien à voir avec le meurtre de sa femme. Il explique qu'après avoir fait un petit break, les choses allaient mieux entre eux. Ils envisageaient même de se remettre ensemble. En pleurs, il ajoute que tous les deux s'aimaient et qu'ils voulaient vraiment que leur famille fonctionne. Il leur raconte que le jour du meurtre, il travaillait et que tous ceux présents dans la caserne peuvent en témoigner. Interrogé, ses collègues de travail confirment sa présence à la caserne au moment du meurtre. Ils le décrivent par ailleurs comme un homme brillant, très intelligent et responsable, un homme au grand cœur qui aime aider les autres. Pour ses collègues, jamais il n'aurait pu tuer Shona. Avec cet alibi en béton vérifié et validé par ses pairs, George est rapidement écarté de la liste des suspects. La piste d'un prédateur sexuel est alors envisagée. Après tout, Shona était une femme très charmante et attirante, travaillant dans le monde de la nuit. Elle aurait très bien pu tomber sur un détraqué sexuel qui l'aurait prise pour cible. D'autant plus que les enquêteurs pensent immédiatement au curieux cambriolage qu'elle avait subi 3 semaines auparavant, se demandant si les deux affaires ont un lien. Peut-être que le cambrioleur était revenu sur les lieux et que Shona était tombée nez à nez avec lui et l'aurait donc tué. Les enquêteurs se rendent donc au casino pour interroger les collègues de travail de la mère de famille. Tout le monde est sous le choc et les serveuses sont particulièrement effrayées à l'idée qu'un terrible prédateur pourrait se cacher parmi leurs clients. Les policiers leur demandent si, ces derniers temps, elles n'ont pas remarqué quelqu'un de louche parmi la clientèle, quelqu'un particulièrement intéressé par Shona, mais personne n'a rien remarqué. 48 heures après le drame, les forces de l'ordre reçoivent un appel téléphonique qui va totalement changer le cours de l'enquête. Un certain William Penix, surnommé Big Will, travaillant comme homme d'entretien dans un complexe d'appartements, explique qu'il a d'importantes informations à transmettre à la police. Le jour précédent, il raconte avoir reçu un appel d'un ami qui avait besoin de lui parler. Big Will l'invite alors à venir boire quelques bières chez lui. Durant la soirée, cet ami lui fait une révélation des plus inquiétantes. Il était heureux de lui dire qu'il venait d'accomplir une mission et qu'il allait bientôt recevoir une grosse somme d'argent, ce qui lui permettrait de quitter la ville, réaliser ses projets et vivre enfin heureux. Il lui annonce, sourire aux lèvres, avoir tué une femme. Big Will, sous le choc de cette révélation, lui pose alors plusieurs questions pour obtenir plus de détails. Cet ami lui explique alors en riant qu'il a récemment frappé une femme avec un marteau encore et encore jusqu'à ce que le marteau se casse. Même si Big Will avait dans le passé commis quelques crimes et fait des séjours en prison, à présent il a trouvé la foi et essaie de mener une vie exemplaire. C'est ainsi que, lorsqu'il a entendu dans les médias qu'une femme avait été tuée, il a immédiatement compris que cet ami ne lui avait pas menti et il a décidé de contacter la police pour tout leur raconter. Il explique aux enquêteurs que dans son chemin de rédemption, il veut aider la famille de Shona à découvrir la vérité. Les forces de l'ordre accordent une grande importance et sont extrêmement intéressés par ses propos, d'autant plus qu'ils n'ont jamais révélé au grand public que Shona avait été attaquée avec un marteau. Ils lui demandent alors plus d'informations sur cet ami. Qui est-il? Où vit-il? Big Will répond qu'il ne connaît pas sa véritable identité. Il explique que c'est en réalité un sans-abri qui vit dans une tente dans le désert et qui se fait appeler Greyhound. Il le décrit comme étant noir et maigre. Big Will le côtoie car ce dernier est un ex-détenu et il essaie de l'aider à se réinsérer et à changer de vie.
Il précise qu'il ne sait pas où le trouver, mais il sait qu'il a l'habitude de traîner près d'une station-service où il revend parfois un peu de drogue. Il accepte d'y conduire les enquêteurs. Les policiers arrivent donc sur les lieux avec des inspecteurs en civil. Alors que ces derniers entrent dans le commerce pour se présenter et poser quelques questions, Big Will attend devant l'établissement. C'est alors que, peu après leur arrivée, il aperçoit soudainement Greyhound qui se dirige vers lui pour le saluer. Big Will lui demande d'attendre 2 minutes et entre immédiatement dans le magasin pour prévenir les enquêteurs. Greyhound est alors rapidement appréhendé et fouillé. Il a de la drogue et un couteau sur lui. Les policiers lui disent qu'ils veulent lui parler d'un meurtre et il accepte de les suivre. Arrivé au poste, l'interrogatoire commence. Dès le début, Noel Stevens, de son vrai nom, admet revendre un peu de drogue mais nie avoir quoi que ce soit à voir avec le meurtre de Shona. Cependant, rapidement, les enquêteurs sont surpris d'apprendre que cet homme n'est pas étranger à la famille Chaffee. En effet, Noel affirme même être un bon ami de George. Le sans-abri raconte qu'ils se sont rencontrés alors qu'ils vivaient tous les deux dans le même quartier. À cette époque, Noel vivait chez sa sœur non loin de la famille Chaffee dans la même rue. Un jour, alors qu'il fume une cigarette assis sur un banc du quartier, il engage la conversation avec George qui promène son chien. Lors de celle-ci, Noel explique qu'il cherche du travail et peut effectuer si besoin des petits travaux de rénovation. C'est ainsi que George lui propose d'intervenir ponctuellement chez lui. Durant plusieurs mois, Noel intervient donc chez la famille Chaffee. Après ces révélations, une équipe se rend chez George pour en savoir plus, tandis qu'une autre se rend dans le désert pour tenter de retrouver son campement. La tâche s'avère difficile car c'est une très vaste zone. De son côté, George confirme connaître Noel. En réalité, il n'est pas vraiment un ami. Touché par sa situation, il a voulu lui venir en aide en lui proposant des petits boulots. Il affirme aux policiers qu'il n'aurait jamais pu faire de mal à Shona, qu'il l'aimait comme une sœur. Pour George, Noel fait un peu partie de la famille. Pendant ce temps, dans le désert, de nombreux agents ainsi qu'un hélicoptère passent la zone au peigne fin et finissent par retrouver la tente de Noel. Là, ils vont trouver des preuves cruciales. Dans sa tente, ils découvrent des sous-vêtements ensanglantés, un reçu pour l'achat d'un marteau et un bas de maillot de bain de femme. Ils aperçoivent également, non loin de la tente, un pantalon taché de sang. Toutes ces preuves partent à l'analyse, l'étau se resserre. Le téléphone de Noel est fouillé et les enquêteurs découvrent avec stupeur que George l'avait appelé 87 fois au cours du mois de septembre, dont 5 fois la nuit précédant le meurtre, ce qui semble totalement disproportionné. L'analyse des taches de sang sur le jean et les sous-vêtements ne tarde pas à revenir et il s'agit bien du sang de Shona. Grâce au reçu d'achat pour le marteau trouvé dans sa tente, les policiers remontent jusqu'au magasin. Ils vont alors analyser des heures et des heures d'images de vidéosurveillance jusqu'à trouver de nouvelles preuves très compromettantes. Ils découvrent George et Noel en train de faire des achats ensemble. On peut les voir tous les deux acheter un marteau et des gants, le tout avec le sourire aux lèvres. Entre les déclarations de la sœur de Shona le jour de la découverte du corps, les nombreux appels échangés entre les deux hommes et les images de vidéosurveillance, les enquêteurs sont désormais persuadés que George est également impliqué dans le meurtre de Shona. Ils décident de confronter Noel. Pressé par la police et face aux preuves évidentes, Noel va tout leur raconter. Il leur dit qu'un jour, après la séparation du couple, George lui avait proposé soudainement de tuer Shona en échange d'argent, $1000.
Au départ, Noël ne croit pas que cette proposition est sérieuse, il pense que George exprime simplement sa frustration face à la situation. Mais ce dernier insiste les jours suivants, augmentant la récompense à 5 000 $. Cette fois-ci, appâté par ce qu'il considère être une somme importante, Noël accepte. L'accord est conclu, George lui donnera dans un premier temps 600 $, puis le reste lorsqu'il aura touché l'argent de l'assurance vie de Shona. Les semaines suivantes, sous le commandement de George, tous les deux vont comploter pour trouver comment commettre le meurtre parfait. Dans un premier temps, George souhaite que Noël frappe Shona à la tête, l'assommant, puis qu'il la place dans sa voiture et la conduise contre un mur pour faire croire à un accident. Seulement, en y réfléchissant, George se dit que lors de l'autopsie, le coup à la tête pourrait être constaté et susciter la suspicion. Il envisage alors de l'étouffer en mettant un sac plastique sur sa tête, mais ils imaginent qu'elle va sûrement se débattre en tentant de griffer son assaillant, ce qui pourrait laisser de l'ADN sous ses ongles. George envisage ensuite que Noël tue Shona aux Palms, le casino où elle travaille, en la poignardant au moment où elle rejoindrait sa voiture. Le plan lui paraît parfait et tous les deux se rendent sur place afin de repérer son emplacement de parking. Seulement, le jour J, en sautant le mur pour pénétrer dans le parking, Noël est surpris par une forte présence policière et renonce. George change donc une nouvelle fois ses plans. Il donne à Noël un double des clés de la maison de Shona. Pendant plusieurs jours, Noël va repérer les lieux en se rendant sur place plus de 20 fois. C'est durant l'une d'entre elles qu'il entre sous les ordres de George. Il met la maison sans dessus-dessous, vole la bague de fiançailles et, pour brouiller les pistes et faire croire à un cambrioleur détraqué sexuel, il dérobe le bas de maillot de bain de Shona et laisse un caleçon sur les lieux. Quelques jours avant le drame, Noël décide de passer à l'action. Il se cache dans un buisson devant la maison de la pauvre jeune femme qui ne se doute de rien, attendant son retour pour frapper. Seulement, lorsqu'elle arrive, il a l'impression d'être repéré par les phares de sa voiture et renonce. George, qui commence à s'impatienter, lui met de plus en plus la pression. Sa relation avec son épouse s'améliore, ils commencent à se réconcilier, c'est le moment idéal pour agir et éviter tout soupçon. C'est ainsi que le jour du meurtre, le 29 septembre 2012, aux premières heures du matin, alors que Shona est encore au casino, Noël entre dans sa maison grâce aux clés fournies par George. Il porte des gants noirs, un bonnet noir avec des trous découpés au niveau des yeux, une chemise noire à manches longues, un jean et des chaussures de sport. Il ramasse certains des biens de la jeune femme, boit de la vodka et attend patiemment dans la salle de bain. À 3 heures du matin, Shona, ne se doutant de rien, quitte le casino. Elle est filmée par les caméras de surveillance. Après 30 minutes de route, elle arrive chez elle et rentre dans son garage. Elle y gare sa voiture. La maison est plongée dans le noir. Lorsque Noël entend la porte du garage claquer, il saisit son marteau et se glisse vers la porte. À ce moment-là, il aperçoit Shona en train de monter les escaliers. Il se rue alors sur elle et lui assène un premier coup qui la fait tomber au sol. Complètement ébranlée et choquée, dans un ultime instinct de survie, elle lève les mains pour protéger son visage et sa tête et a juste le temps de demander apeurée « Pourquoi ? Pourquoi me faites-vous ça ?» Il ne répond pas et continue à frapper. Les coups s'abattent violemment sur elle. La pauvre Shona met ses mains en opposition mais ne peut rien faire. Ses doigts se cassent sous la violence des coups et le manche en bois du marteau se brise. Noël attrape alors la partie en métal du marteau et continue à frapper, frappant encore et encore jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus, 17 fois au total. Il attrape ensuite son sac, met un peu de désordre pour faire croire à un vol comme le lui avait demandé George
et quitte la maison en laissant la porte du garage ouverte. Il n'a pas laissé le garage ouvert sans raison, il s'était mis d'accord avec George que ce serait le signe qu'il avait bien accompli la mission. Le jour de la découverte, George savait donc que Shona était morte et il est entré avec sa fille sciemment, la soumettant à la vision traumatisante de sa mère morte. Après ces terribles révélations, Noel accepte de conduire les enquêteurs à l'endroit où il avait enterré le marteau. Quelques jours après le drame, les policiers ont donc à présent la certitude que Noel a bien tué Shona sous les ordres de George, mais ils veulent encore plus de preuves l'impliquant dans la mort de sa femme. Ils vont alors lui tendre un piège en plaçant son téléphone sur écoute. Un peu plus d'une semaine après le meurtre de Shona, le 8 octobre 2012, les enquêteurs contactent la mère et la sœur de George pour leur dire qu'ils sont certains qu'il est impliqué dans le meurtre de sa femme. C'est un coup dur pour ces dernières qui ne peuvent absolument pas croire que cela soit vrai. Elles nient avec véhémence, affirmant qu'il est impossible que George puisse faire une chose aussi horrible. Shona était le rayon de soleil de sa vie. Comme l'avaient espéré les enquêteurs, dès la conversation terminée, elles contactent immédiatement George et tout est enregistré. Elle lui annonce qu'il est sur le point de se faire arrêter, accusé du meurtre de Shona. Après cet appel, l'équipe qui est en planque devant chez lui le voit précipitamment sortir, monter dans son pick-up et prendre la route à toute vitesse. Il commence à rouler de façon extrêmement dangereuse à travers la ville avant de foncer contre un mur en béton. Le choc est extrêmement violent. Blessé, George ne doit sa survie qu'à sa ceinture de sécurité. Sur les lieux de l'accident, il n'y a aucune trace de freinage. Il a donc percuté le mur volontairement à toute vitesse. Pour les enquêteurs, cela sonne comme une forme d'aveu. Ne voulant pas faire face à ce qui allait advenir ensuite, il avait choisi de mettre fin à ses jours. Il est conduit à l'hôpital pour y être soigné. 2 jours plus tard, c'est sur son lit d'hôpital que les enquêteurs lui signifient qu'il est en état d'arrestation pour le meurtre de Shona. Froidement, il leur répond « Ok », avant de demander à appeler son avocat, prendre une douche et se brosser les dents. Trois mois plus tard, Noel, qui a 40 ans, plaide coupable à 6 chefs d'accusation, dont meurtre au premier degré, vol qualifié, 2 chefs d'accusation de cambriolage et complot, évitant ainsi la peine de mort. Il accepte de témoigner contre George. Il est condamné à 42 ans de prison. En août 2015, soit 3 ans après le meurtre, le procès de George débute et il plaide non coupable. À 43 ans, il fait face à 8 chefs d'accusation, dont meurtre, vol qualifié, cambriolage et conspiration. Toute la famille et les amis de Shona sont présents pour lui rendre hommage et réclamer justice. Ils se sont habillés en rose, sa couleur préférée. George ne prendra jamais la parole lui-même, mais une série de témoins, ses sœurs et ses amis, viendront à la barre témoigner de sa gentillesse, du fait qu'il soit quelqu'un de compatissant et travailleur. Le plus grand défi du procureur est de faire comprendre aux jurés que malgré les apparences, George est capable du pire. La tâche s'avère plutôt difficile car ce héros local et père exemplaire n'a aucun casier judiciaire. Cependant, le procureur dispose de nombreuses preuves l'incriminant. Les images de vidéosurveillance le montrent avec Noel achetant un marteau. Les relevés téléphoniques indiquent que George avait appelé Noel 87 fois au cours du mois de septembre 2012, dont 5 fois la nuit précédant le meurtre, ainsi que les aveux de Noel. Seulement, la défense a une explication pour tout. Les images de surveillance du magasin, il achetait simplement des outils pour que Noel puisse continuer les travaux dans la maison. Les nombreux appels, ils étaient amis et ce n'est pas parce qu'il l'appelait souvent que cela prouve qu'il fomentait un meurtre.
Noël vient ensuite témoigner. Lorsqu'il arrive dans la salle d'audience, c'est la stupéfaction, il ressemble à un fou. Il admettra d'ailleurs à la barre avoir souvent des hallucinations auditives et visuelles. Froidement, il raconte comment il a tué Shona, affirmant avoir agi sous les ordres de George. Il explique que ce dernier lui avait conseillé d'utiliser un marteau en fibre de verre parce qu'un marteau en bois pourrait se briser pendant l'attaque, ce qui s'est effectivement produit. Pour l'avocat de George, Noël avait tout inventé pour éviter la peine de mort. Selon lui, il n'y a aucune preuve concrète prouvant que George a commandité ce crime. Il déclare « Noël est la personne la plus folle que j'ai vue témoigner dans ma carrière. Ces histoires sont le produit d'un esprit altéré. Noël Stevens consomme de grandes quantités d'alcool, prend de la méthamphétamine et fume de l'herbe. Cet homme est un drogué, un mythomane. » Lors du procès, la famille de Shona a raconté que la mère de famille ne supportait plus de voir Noël chez eux. C'était une source de discorde dans le couple. Elle le trouvait inquiétant et dérangeant et ne voulait pas qu'il soit aussi proche d'eux ni qu'il côtoie leur fille. Shona avait appelé sa mère un jour en pleurs, lui faisant part qu'elle n'en pouvait plus de voir Noël chez eux, qu'elle le trouvait dérangeant et avait peur pour sa fille. Elle s'était également confiée sur le fait que George ne prenait pas en compte ce qu'elle ressentait et ne l'écoutait pas. Le procureur souligne ensuite que George avait l'ascendant sur Noël, qu'il l'adorait, le voyant comme un ami proche qui lui avait généreusement tendu la main alors qu'il avait besoin de travailler. Il continue en disant que la seule personne qui avait une raison de tuer Shona était George. Il souligne le fait qu'il avait probablement l'intention de tuer Noël par la suite pour effacer toute preuve le reliant au meurtre de sa femme, car les enquêteurs avaient découvert qu'il avait acheté une arme à feu juste après le crime. Pour le procureur, George a toujours été habitué à avoir tout ce qu'il voulait et aimait tout contrôler. Shona était dépensière tandis que George était économe. Après leur séparation, il perdait non seulement le contrôle sur Shona et sa fille, mais aussi sur ses finances. Un divorce lui aurait coûté trop d'argent, un montant qu'il ne voulait pas perdre. Il a donc décidé de l'éliminer, faisant d'une pierre deux coups. Il évite un divorce onéreux et récupère une belle somme d'argent grâce à l'assurance vie de Shona. Après 3 jours de délibération, George a été reconnu coupable d'avoir commandité le meurtre de sa femme. Lors de la lecture du verdict, il est resté impassible et n'a montré aucune émotion. Il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle et a également écopé de 81 ans supplémentaires pour complot, cambriolage et vol. La famille de Shona a déclaré aux médias présents être satisfaite du verdict et a également remercié le bureau du procureur. Après le procès, l'avocat de George a été interrogé et à la question « À votre avis, une injustice a-t-elle été faite ?» Il a répondu « Oui, car je crois qu'il y a un doute raisonnable. » Il est intéressant de noter qu'il n'a pas dit « oui, car il est innocent », mais qu'il y avait un doute raisonnable, ce qui est fort révélateur de la façon de procéder de beaucoup d'avocats. Ces maîtres en droit, à défaut de mentionner la vérité, essaient de distiller le doute. George a par la suite décidé de faire appel. Dans un dossier de 107 pages où il parle de lui à la 3e personne du singulier, il déclare qu'à l'époque du crime, après plusieurs blessures faites lors d'entraînements sportifs, il prenait un traitement, des analgésiques et des hormones qui avaient modifié son esprit et altéré sa capacité à discerner le bien du mal. Il reconnaît avoir orchestré ce meurtre, le justifiant par le fait qu'il était sous l'effet des médicaments. Il prétend dans ce dossier qu'à ce moment-là, il croyait que c'était Dieu qui lui avait ordonné de tuer Shona pour protéger sa petite fille. Il a
également affirmé lors de cet appel que son avocat était incompétent et avait ignoré ses problèmes de santé mentale en ne demandant aucune évaluation psychiatrique. Ce dernier s'est défendu dans la presse en rétorquant qu'il ne lui avait jamais parlé de psychose ou de comportement anormal. George est allé jusqu'à lancer un appel aux dons en ligne pour l'aider à financer son appel. Finalement, il a perdu en appel et sa condamnation a été confirmée. Aujourd'hui, il est toujours derrière les barreaux où il continue de purger sa peine. C'est vraiment une triste affaire que je vous ai présentée aujourd'hui. Lorsqu'elle a rencontré George, Shona a tout de suite été séduite par son physique avantageux. Il avait tout du prince charmant, beau, généreux, attentionné. Malheureusement, elle ne savait pas sur quel type d'individu elle était tombée. Ce qui m'a frappé dans cette affaire, c'est la froideur et le côté manipulateur de George. Durant des semaines, il a planifié le meurtre de Shona tout en lui faisant croire qu'il voulait sauver son mariage, se rendant même en thérapie de couple. Selon moi, il a tout du pervers narcissique. Il attachait beaucoup d'importance à l'image qu'il renvoyait, passant aux yeux de tous comme un homme généreux et bon. D'ailleurs, nombreux sont ceux qui sont venus témoigner lors de son procès et l'ont décrit comme quelqu'un de bien, un héros local. Personne ne pouvait croire qu'il avait commandité le meurtre de son épouse. Mais derrière les apparences se cachait un homme froid, narcissique et contrôlant qui n'a pas hésité à faire disparaître sa femme pour ne pas avoir à assumer financièrement et publiquement un divorce. Il ne pouvait sans doute pas supporter que l'image de père et de mari parfait qu'il renvoyait soit écornée. C'est même à se demander si dès le départ, il n'avait pas fait entrer Noël dans leur vie avec une idée en tête, celle de supprimer sa femme. Shona ne le sentait pas, elle était mal à l'aise, gênée par la présence de Noël. Malheureusement, son intuition était la bonne. Jusqu'au bout, George n'a rien assumé et a tout fait pour contrôler l'image qu'il renvoyait. Lors de son procès, il a plaidé non coupable et n'a pas dit un mot. Sa défense était de tout rejeter sur Noël. Heureusement, les preuves étaient nombreuses et évidentes et il a été condamné à perpétuité à une réelle peine de prison à vie. Une fois confronté à la réalité de passer le reste de sa vie en prison, George a admis avoir orchestré le meurtre de Shona tout en tentant de se présenter comme mentalement instable ou influencé par des médicaments. Il a rapidement rejeté la faute sur les effets de sa médication et sa prétendue instabilité mentale. Il a également accusé son avocat de négligence pour ne pas avoir sollicité une expertise psychiatrique qui aurait pu, selon lui, prouver son incapacité à distinguer le bien du mal lors des faits. Heureusement, son appel a été rejeté, son jeu d'acteur mesquin ne dupait plus personne. George est tellement narcissique et égoïste qu'il n'a pas hésité une seule seconde à confronter sa petite fille de 8 ans au corps meurtri de sa mère. Il a fait le choix de possiblement traumatiser sa fille et lui infliger des séquelles à vie juste pour renforcer son alibi. C'est vraiment un être ignoble. Que dire également de Noël qui a accepté de tuer une femme qu'il connaissait, chez qui il avait été invité à plusieurs reprises, simplement pour obtenir 5 000 $, pensant que cette somme allait lui changer la vie. Pour lui, une vie humaine ne vaut pas plus que 5 000 $, c'est vraiment tragique. George, qui connaissait le passif de Noël, a dû sentir un terrain propice à l'exécution de son plan. Il lui a tendu la main, créant un lien en faisant ami-ami. Il a dû l'amadouer et gagner sa confiance en le payant au fur et à mesure pour les petits travaux qu'il effectuait dans la maison familiale. Un lien était créé et Noël devait penser que George allait le payer comme toujours, sauf que cette fois, comme l'a révélé le procureur, son pseudo-ami ne comptait pas le payer, mais plutôt le tuer,
comme l'atteste l'arme à feu qu'il venait d'acheter juste après le crime. Qui se serait inquiété de la disparition d'un repris de justice drogué et SDF vivant dans une tente en plein désert du Nevada? George devait certainement savoir que Noël n'était pas fiable, qu'il parlait beaucoup. Il fallait donc l'éliminer rapidement. Malheureusement pour lui, il n'avait pas envisagé que Noël puisse vendre la mèche aussi rapidement et surtout de manière aussi bête, seulement quelques jours après la mort de Shona. D'ailleurs, si William Penix, plus communément appelé Big Will, n'avait pas eu la présence d'esprit de contacter la police suite aux révélations que Noël lui avait faites, cette affaire aurait pu ne jamais être résolue. Big Will aurait pu prendre les dires de Noël pour des élucubrations de drogué marginal, mais non. Heureusement qu'il a tout de suite fait le lien avec la mort de Shona. Il a été l'un des grands artisans de la résolution de cette affaire. J'ai traité beaucoup d'affaires sur la chaîne assez similaires dans lesquelles l'homme refuse souvent de divorcer et préfère supprimer son épouse, que ce soit pour une assurance vie, des frais de divorce ou encore une maîtresse. Mais rarement le meurtrier était aussi froid, narcissique et calculateur que George. La famille de Shona a depuis fondé l'association Justice pour Shona, un groupe qui sensibilise à la violence domestique et aux relations abusives. Son corps a été rapatrié en Utah où elle repose désormais aux côtés de son père. La petite Maddie vit avec la famille de George, mais elle est restée très proche de sa tante Paula. Elle a malheureusement grandi sans sa mère et son père. Le point positif, c'est qu'elle a été bien entourée d'amour et de bienveillance. J'ai une pensée pour la pauvre Shona qui n'a eu de tort que de croiser la route d'un prédateur narcissique sans vergogne. J'espère qu'elle repose aujourd'hui en paix pour l'éternité. J'espère que malgré la tristesse de cette affaire, vous avez apprécié la façon dont je vous l'ai présentée. Merci à tous ceux encore présents à la fin de cette vidéo et si c'est votre cas, vous pouvez inscrire Shona dans les commentaires. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne, mais jusque-là surtout, restons prudents!